Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal. À la une ce soir, le parler vrai de Michel Rocard en Nouvelle-Calédonie. S'adressant au Caldoche, le Premier ministre a notamment déclaré, je cite ses propos, « Il y a eu le temps du pardon, il faut que vienne maintenant le temps du partage ». Un langage direct que nous analyserons dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux. Avant cela, voici les autres temps forts de l'actualité. Nette aggravation du chômage en juillet, plus 1,4%. La France compte 35 200 chômeurs supplémentaires, soit 10,4% de la population active. En Pologne, remous politique en perspective, mais les grévistes donnent des signes d'essoufflement. Lech Walesa se prononce pour des pourparlers sans préalable. Peut-être la fin d'un mystère dans la région de Mourmelon en Champagne. L'arrestation d'un adjudant-chef de 42 ans relance l'enquête sur la disparition inexpliquée de 7 personnes. Le cinéma, Claude Berry, que voici, le producteur qui prend des risques, nous ouvre les portes de son bureau en direct. C'est un événement. Pour fêter ses 25 ans de cinéma, Berry va produire, tenez-vous bien, 5 films en un an. Il nous expliquera pourquoi tout à l'heure. La mort de Françoise Dolto, c'est l'autre image de l'actualité. Françoise Dolto, que d'aucuns appelaient familièrement la grand-mère de la psychanalyse, s'est éteinte à l'âge de 79 ans. L'histoire retiendra que toute sa vie, elle a milité inlassablement pour le respect des enfants. Françoise Dolto savait toucher le cœur et surtout l'intelligence du grand public. Un de ses amis a déclaré ce matin, elle était curieuse de tout. Elle parlait à la fois le langage des adultes, le langage des enfants et surtout celui de la psychanalyse. Ce sont les enfants qui ont une curiosité extraordinaire. Et une curiosité qui n'est pas seulement de ce qu'ils voient, mais de ce qu'ils perçoivent. Et ils perçoivent très très finement, au toucher et à l'audition, ils perçoivent les nuances de la voix de quelqu'un qui leur parle juste ou faux. Et c'est pour ça que c'est si important que les parents ne répètent pas les paroles qu'on leur dit, qu'il faut dire aux enfants, parce qu'ils s'entendent très bien que c'est du répété et que ce n'est pas de leur cru. Mais quand vous commencez à parler à des bébés même, oui, comme s'ils allaient pouvoir vous répondre, on a dû quand même beaucoup se moquer de vous. Oui, j'étais un peu la zinzin de service. On s'amusait de me voir parler avec les enfants. C'est ici, dans ce bureau, que pendant 40 ans, Françoise Dolto a appris le langage des enfants, pour mieux le faire partager à leurs parents, mais aussi parce que pour elle, une seule cause comptait, celle des enfants. Pédiatre et psychanalyste, Françoise Dolto avait la passion de l'écriture. Elle a reçu ici, rue Saint-Jacques, des milliers de parents souvent désemparés. Ce qu'elle voulait avant tout, que le monde de l'enfance ne soit plus étranger aux adultes. Elle a quand même marqué un tournant dans l'histoire de la façon dont on conçoit le psychisme des gens et puis dans la place des enfants, le respect des enfants. Je crois que si elle voulait laisser un message, c'était respecter les enfants. Il y a quelques jours, elle a failli mourir. Et elle te disait qu'elle était morte pour rire. Oui. Et que cette expérience l'avait renforcé non seulement son désir de bien vivre ces derniers moments, et dans le calme de l'attente de ce qu'il allait y avoir après. Elle se mettait là, et les patients là. Et puis, elle me racontait que pour écrire, elle se mettait à cette petite table, agenouillée. Elle aimait écrire agenouillée. Écrire quoi? Ses livres. Ça représente quoi pour elle? Et non seulement le respect pour l'enfant comme un sujet, mais aussi il avait la capacité d'être un enfant avec les enfants. En Nouvelle-Calédonie, l'image du jour, c'est la main tendue de Michel Rocard au Caldoche. Moins d'une semaine après la signature définitive de l'accord sur l'avenir du territoire, le Premier ministre a évoqué le changement dans l'équité. Je cite ses propos. Nous devons, a-t-il dit, réussir la décolonisation dans le cadre des institutions de la République. Pour la première fois sur le Caillou, un Premier ministre avait à ses côtés Jacques Lafleur pour le RPCR et Jean-Marie Djibaou, le leader des indépendantistes du FLNKS. Le ton de Michel Rocard a visiblement impressionné la population de Nouméa. Reportage de notre envoyé spécial, Rachid Arabe. L'image qui restera de cette première journée néo-calédonienne de Michel Rocard. Le Premier ministre chante la Marseillaise à côté de Jean-Marie Djibaou, silencieux et grave. Au cours de son discours, Michel Rocard vient d'évoquer pour la première fois publiquement son sentiment personnel sur l'indépendance.
mon souhait le plus cher, c'est qu'en 1998, les populations de Nouvelle-Calédonie choisissent de rester dans l'ensemble français. Mais en même temps, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et tout ce qui est de mon devoir pour que le droit constitutionnel, tel qu'écrit dans notre Constitution, à l'autodétermination, s'exerce librement, loyalement, équitablement, ce qui peut conduire à l'indépendance, mais dans la fidélité des confiances et non dans la rupture. En se rendant personnellement en Nouvelle-Calédonie, Michel Rocard voulait mettre tout le monde au pied du mur. Après les accords parisiens, le Premier ministre est venu dire au RPCR, au FLNKS, à vous de jouer à présent. Message reçu. Aujourd'hui, Jean-Marie Djibaou est venu sur terrain caldoche. Demain, Jacques Lafleur se déplacera en territoire kanak. Le programme du Premier ministre respecte un équilibre politique parfait. Michel Rocard voudrait que cet équilibre dont il rêve pour la Nouvelle-Calédonie soit aussi économique. Le Premier ministre a eu cette petite phrase en terminant sa première journée de visite. Après le temps du pardon, il faut que vienne le temps du partage. Dans l'Hexagone, voici le chiffre du chômage, plus 1,4% en juillet, je vous le disais tout à l'heure, soit 35 200 chômeurs supplémentaires. Un très mauvais chiffre, il faut rappeler qu'en juin, la hausse était de l'ordre de 0,8%. Globalement, la France compte désormais un peu plus de 2 600 000 chômeurs. C'est inquiétant car la situation a plutôt tendance à s'améliorer chez la plupart des partenaires européens. Bon, c'est pas réellement une surprise, Gérard Leclerc, car Jean-Pierre Soisson, le ministre du Travail, avait annoncé 100 000 chômeurs de plus à l'horizon fin 88. Fin d'année, oui. Absolument, et la principale explication, c'est l'essoufflement du traitement social mis en place par Philippe Séguin. Des milliers de jeunes ou des chômeurs de longue durée ont achevé au début de l'été des stages commencés à l'automne dernier. Ils doivent maintenant attendre la rentrée pour retrouver un nouveau stage. Autre phénomène lié aux vacances, les fins de contrats à durée déterminée ou d'intérim en forte progression. Mais il y a aussi des raisons plus structurelles qui font que la France ne connaît pas l'amélioration observée depuis 2 ans en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. L'économie française ne crée pas suffisamment d'emplois pour absorber chaque mois 18 000 nouveaux arrivants sur le marché du travail. Problème de formation également, un jeune sur 4 quitte encore l'école sans réelle qualification. Enfin, difficulté pour sortir du chômage. On y reste en moyenne 1 an, beaucoup plus longtemps que chez nos voisins. Au-delà de la béquille du traitement social, c'est sur ces 3 points qu'il faut agir. Merci Gérard. 88, décidément année noire pour la SNCF. On a appris tout à l'heure qu'un train de voyageurs avait percuté un butoir en gare Saint-Charles à Marseille. Selon les premiers témoignages, notamment les témoignages des pompiers qui nous sont parvenus, il y aurait 8 blessés légers. La direction régionale de la SNCF parle d'incident, mais d'incident bénin. Toujours à Marseille, on vient plutôt de retrouver les auteurs présumés du casse de la caisse d'épargne. L'affaire, souvenez-vous, remonte au 9 février 87. Les malfaiteurs avaient tenu en haleine pendant près de 12 heures les policiers marseillais avant de s'enfuir par les égouts. Le casse avait rapporté près de 10 millions de francs. Je pense que nous aurons des images et les premiers témoignages dans le courant de cette édition. En Pologne, le pays reste en ébullition, même si la révolte ouvrière donne quelques signes d'essoufflement. Lech Walesa s'est prononcé cet après-midi en faveur de pourparlers sans préalable. C'est important avec le gouvernement, mais ce sous l'égide de l'Église catholique. Je vous rappelle qu'hier, un premier contact avait eu lieu entre le pouvoir et les grévistes. Demain, nouvelle étape importante. Un vaste débat va s'engager lors du comité central du Parti communiste polonais. Tout le monde s'attend sur place et dans les jours qui viennent à de sérieux remous politiques. Jacques Merlino. Il y a une semaine, Lech Walesa lançait un ultimatum au gouvernement, le sommant de reconnaître légalement Solidarité. Aujourd'hui, il déclare qu'il est prêt à négocier sans aucun préalable. C'est donc un échec dû pour l'essentiel au fait qu'il n'a pu développer un grand mouvement de grève. Celui-ci est resté limité à Gdansk et à Szczecin. Mais c'est un échec relatif, car il semble bien maintenant que la partie va se dérouler ici, au Parlement polonais. Dès la semaine prochaine, il est tout à fait vraisemblable que le Premier ministre actuel, M. Zbigniew Messner, soit conduit à donner sa démission. Il pourrait être remplacé par M. Władysław Baka, gouverneur de la Banque centrale, un homme qui a la réputation d'être plus un réaliste qu'un idéologue. Information qui pourrait être confirmée demain, après la réunion du comité du Parti communiste polonais. Un mort, 40 blessés, plusieurs centaines de sans-abri, peut-être plus. C'est le dernier bilan du gigantesque incendie qui a ravagé hier le quartier historique de Lisbonne, au Portugal. Aujourd'hui, la zone sinistrée est placée sous haute surveillance. La police craint visiblement des actions de pillage et de vandalisme. Restent les causes de l'incendie. On en est encore pour l'instant qu'au stade des hypothèses. Reportage de Dominique Verdaillan, notre envoyé spécial dans une ville traumatisée
en proie à la désolation. Image apocalyptique de Lisbonne. Tout un périmètre de la capitale déserté, comme après un cataclysme, un bombardement, un séisme. L'incendie d'hier a meurtri le centre-ville de Lisbonne. Banques, boutiques et de nombreux bureaux ont été touchés. C'est tout ce qui reste du grand magasin Le Grandela, là où tout a commencé. Si vous voulez, ici, c'est un peu comme le premier et le deuxième arrondissement de Paris, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est principalement bureaux, activités économiques, mais à côté de ça, il y avait quand même surtout des personnes âgées. Ce soir, les pompiers continuent d'arroser les façades. À tout moment, des blocs de pierre menacent de s'écraser sur les sauveteurs. 36 heures de lutte acharnée pour tenter de sauver leur quartier. 12 pompiers ont été blessés, 2 ce soir sont dans un état grave. C'est une tristesse pour moi et pour toutes les personnes de Lisbonne et de Portugal. Une tristesse et une désolation. Je sais déjà que le maire a déjà constitué une commission pour faire la reconstruction de cette partie de Lisbonne. Cet après-midi, les assureurs se sont rendus sur place pour tenter d'évaluer le préjudice. Mais seulement 10% des personnes sinistrées avaient contacté une assurance. Autre bilan de cette catastrophe, plus de 300 sans-abri et plus de 3000 personnes au chômage technique, une activité commerciale stoppée pour plusieurs mois. Même si les bâtiments vont être rebâtis au goût de l'époque, c'est pas possible de refaire ce qui a brûlé. C'est une perte physique et émotionnelle très lourde, mais c'est la vie. Casa Batalha, le plus vieux magasin du quartier, date de 1653. Il avait survécu au séisme de 1755, mais l'incendie d'hier lui a été fatal. Adieu, titrait un quotidien portugais ce matin, Lisbonne, c'est ce soir qu'elle a perdu un peu de son passé. Les télégrammes d'actualité avec Laurent Boussier. Ensuite, nous parlerons politique. Et oui, c'est l'heure des universités d'été. Démantèlement d'un réseau d'espionnage en Suède et en Allemagne de l'Ouest, un réseau qui travaillait depuis 10 ans pour la Hongrie. 8 personnes ont été arrêtées, dont 2 frères, des médecins hongrois, et un ancien sous-officier américain longtemps basé en RFA, le sergent Clyde Lee Conrad. Parmi les documents qui auraient été vendus à la Hongrie, les plans américains de défense en cas d'attaque de l'Europe par l'URSS. Union soviétique toujours, mais côté agriculture cette fois. Les paysans russes pourront maintenant devenir propriétaires de leurs terres. L'agence TASS l'a annoncé aujourd'hui. Le comité d'État agro-industriel a approuvé cette mesure proposée par Mikhail Gorbatchev le 29 juillet dernier. Une autorisation qui ouvre une brèche dans la politique de collectivisation imposée sous Staline. En France, réapparition des incendies de forêt. La nuit dernière, 6 à 800 hectares de maquis et de garrigues ont été détruits en Haute-Corse, où une cinquantaine de foyers d'origine criminelle auraient été allumés en moins de 10 heures. Dans le Var et l'Hérault, 500 pompiers, 80 véhicules et des canadaires ont lutté pour venir à bout d'une dizaine de sinistres qui ont ravagé 150 hectares de pinèdes. C'est la première alerte importante dans le sud du pays qui, cette année, avait été relativement épargnée par ces traditionnelles catastrophes. Je vous le disais à l'instant, les ténors politiques se succèdent en Haute-Savoie. Le point de rencontre, c'est la commune de Sévrier, près d'Annecy, où se déroule l'université d'été du Parti socialiste. Ce matin, les militants ont écouté attentivement Jean Popren parler de cohésion sociale. Cet après-midi, c'est Pierre Mauroy qui a pris le relais. Le premier secrétaire du Parti socialiste a proposé aux socialistes un grand débat pour l'année 1990. Jean-Michel Mercurol. Entrée sereine pour Pierre Mauroy. Fini la confusion d'après-législative. La majorité existe bel et bien. Le gouvernement travaille et réussit. Bref, c'est la clarté aujourd'hui, estime Pierre Mauroy. Le mérite en revient, il est vrai, à François Mitterrand lui-même avec son intervention du 14 juillet. Exit donc les petites joutes qui font le quotidien de la démocratie. Pour le patron du PS, le rassemblement a définitivement supplanté l'ouverture. J'ai fait vœu de ne plus parler d'ouverture de cette manière, n'est-ce pas? Vous comprenez que l'ouverture qui entraîne la confusion, c'est pas souhaitable de continuer avec un tel vocable. La majorité présidentielle est une majorité de rassemblement, est une majorité qui peut s'élargir. C'est par conséquent une majorité qui reste ouverte. Qui reste ouverte à ceux qui défendent des idées qui ont été présentées au pays par le président de la République.
Rassuré d'être la force prépondérante, assuré de détenir la durée, le PS s'inquiète pourtant déjà de son avenir au-delà du septennat et à l'approche de l'an 2000. Les socialistes vont donc engager une vaste réflexion sur leur identité. Objectif, adapter la doctrine et moderniser les structures. Une rénovation promise pour 1990, une année prévue pour le moment sans aucune élection. Voilà, retour à Marseille où l'on vient de retrouver, je vous le disais tout à l'heure, les auteurs présumés du casse, du célèbre casse de la Caisse d'épargne. L'affaire remonte au 9 février 1987. Vous savez que les auteurs du casse s'étaient enfuis par les égouts en embarquant la coquette somme de 10 millions de francs. Le rappel des faits et d'autres compléments d'information avec Agnès Poirier. Un quartier entier bouclé toute une journée par les forces de police. Le RAID et Robert Broussard, directeur des polices urbaines, sont descendus de Paris. À l'intérieur de cette caisse d'épargne, en plein Marseille, des malfaiteurs détiennent 23 personnes en otage, des employés et tous les clients. Le suspense va durer 12 heures, et puis les gangsters repartent comme ils sont arrivés, le plus tranquillement du monde, par les égouts. Ils emportent avec eux le contenu de 300 coffres, plus de 10 millions de francs. 6 mois après le casse, en septembre 87, les policiers du SRPG de Marseille arrêtent en Espagne 2 des gangsters avec une partie du butin. Depuis ce matin, 12 malfaiteurs, certains déjà condamnés pour vol à main armée, sont en garde à vue. Pour les policiers, la bande du casse de Marseille est aujourd'hui sous les verrous. À Paris, dans la capitale, les contours de l'escroquerie autour des parcs-mètres commencent à se dessiner tout doucement. En l'absence de faits nouveaux et surtout d'explications officielles de la part du constructeur ou de la ville de Paris, une équipe d'Antenne 2 a pu localiser aujourd'hui le centre de collecte des parcs-mètres. Alors à partir de là, elle a essayé de démonter le mécanisme de l'escroquerie. Enquête du service société de la rédaction d'Antenne 2, commentée par Rémi Roche. Nous sommes sous la place de la Concorde. C'est dans ce parking, dans une zone un peu à part, que se trouve le seul centre de collecte de la recette des orodateurs parisiens. 270 millions de francs par an en pièces de monnaie qui sont derrière cette porte triées et mises en rouleau avant d'être convoyées vers la Banque de France. Rangés le long du local, une quinzaine de véhicules municipaux et 2 motos de grosses cylindrées sous-scellées. Elles appartiennent à des employés du centre, aujourd'hui inculpés et écroués. Arrivée d'une équipe de collecte. À l'intérieur du fourgon, 4 de ces fameux aspirateurs qui permettent en principe, en toute sécurité, de recueillir la recette de 10 orodateurs chacun. En effet, lors de l'aspiration, les employés n'ont aucun contact avec les pièces et les conteneurs sont plombés. En fait, il semble que c'est dans le fourgon, pendant le trajet entre le lieu de collecte et le centre de tri, que les conteneurs étaient déplombés et vidés pour partie de leur contenu. Ce qui nécessitait la complicité d'autres employés du centre chargés du déplombage à l'arrivée, opération qui se déroulait pourtant sous contrôle vidéo et théoriquement en présence de l'un des 5 anciens fonctionnaires de police chargés de la surveillance. Ce soir, 21 des 49 employés du service sont déjà inculpés, certains écroués, ce qui laisse penser qu'une bonne partie du service avait connaissance, voire profitait du trafic, pour l'instant évalué à 20 millions de francs. Oui, précision importante. J'ajoute que l'ensemble du service est donc entendu par la police, mais la collecte reprendra lundi prochain. La ville de Paris vient de faire savoir que 25 inspecteurs assermentés ont été réquisitionnés pour l'occasion. Peut-être du nouveau dans l'affaire de Mourmelon. Mourmelon en Champagne et cette petite ville de garnison qui se trouve au cœur d'un triangle où 7 disparitions inexpliquées ont été constatées depuis 1980. Il y a quelques semaines, l'arrestation d'un adjudant-chef de 42 ans accusé d'avoir torturé et violé un jeune touriste a brusquement relancé l'enquête. Pour l'instant, pas de lien direct entre les 2 affaires, mais quelques coïncidences troublantes quand même. Patrice Velay. Pierre Chanal, alias Rambo pour ses amis, adjudant-chef solitaire et réservé. Sa passion, le parachutisme qu'il venait pratiquer à Mourmelon sur ce terrain d'aviation. Aujourd'hui, il est inculpé de viol et écroué pour sévices sexuels sur un jeune autostoppeur étranger. Indice principal trouvé dans son camping-car, un sous-vêtement masculin de marque anglaise. Question des enquêteurs, a-t-il appartenu à Trevor O'Keefe, ce jeune Irlandais découvert étranglé en 87 dans le département de l'Aisne? Mais Pierre Chanal est aussi le suspect numéro 1 dans l'affaire de Mourmelon. 6 appelés et un civil, tous disparus entre 80 et 87 dans le même secteur géographique, sur les nationales qui joignent les camps de Mourmelon, Mailly et Suippes dans la Marne. Toujours le même scénario, départ en stop et puis plus rien, aucune trace. Pierre Chanal nie toute participation à ces disparitions, mais l'enquête relève des coïncidences troublantes.
Chanal a passé 7 ans au 4e régiment de dragons de Mourmelon, 7 ans pendant lesquels ont eu lieu la plupart des disparitions mystérieuses. Et puis c'est dans le régiment de Chanal qu'étaient incorporés 4 des 6 appelés disparus. Mais là s'arrêtent les coïncidences et commence l'enquête. Pour les gendarmes, pas de preuves pour le moment. Son interrogatoire n'a pas permis de le mettre en cause dans les disparitions. C'est une piste que nous prenons très au sérieux, comme toutes les pistes, et que nous explorons encore actuellement. Travail de fourmi pour les gendarmes. Il leur faut contrôler 10 années d'emploi du temps de Pierre Chanal. Sans sa collaboration, l'adjudant-chef, véritable homme de guerre selon ses supérieurs, se retranche derrière un mutisme complet. Le sport et plus particulièrement l'automobile. Alain Prost jouera le tout pour le tout dimanche sur le circuit international de Spa-Francorchamps en Belgique. Pour conserver une chance face à Senna, Prost doit l'emporter à tout prix. Apparemment, ça sera dur car le Brésilien Ayrton Senna, que voici, a réalisé le meilleur temps des essais officiels cet après-midi. Senna, le Brésilien, devance Alain Prost, notre champion, Gerhard Berger et l'Italien Michele Alboreto. Affaire à suivre. Le cinéma, un événement dans le journal d'Antenne 2. Nous avons rendez-vous ce soir avec le plus grand producteur indépendant du cinéma français. Claude Berry nous accueille chez lui, mais oui, pour fêter à la fois ses 25 ans de carrière et pour nous annoncer un programme impressionnant. Berry, tenez-vous bien, va produire 5 films en un an. Michel Pascal, vous êtes avec nous en direct. Oui, effectivement, et c'est un programme impressionnant et un sacré défi puisque Claude Berry va investir, tenez-vous bien, 450 millions de francs, 45 milliards de centimes sur ces 5 films. Mais je vous propose d'abord de parler de cet anniversaire, de ces 25 ans de cinéma et de tous les films qui sont nés ici, dans le bureau où nous nous trouvons, dans ce bureau qui est à 2 pas des Champs-Élysées, un événement que la presse souligne aujourd'hui, aussi bien dans le journal Le Monde que dans le magazine de cinéma Première. Alors pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous propose d'abord une petite promenade en images dans le cinéma de Claude Berry. Regardez. Du Vieil homme et l'enfant en 1966 jusqu'aux prochaines Liaisons dangereuses de Milos Forman, Valmont, qui sortira en 89, en passant par les 17 millions d'entrées de Florette, Manon des Sources, Claude Berry aligne un palmarès impressionnant. 12 films réalisés, une 50aine de productions. Il n'y a pas de genre mineur ou majeur pour Claude Berry, qui passe de Claude Zidi à Roman Polanski, de Pierre Richard à Romy Schneider, et qui donne à Coluche ses plus grands rôles, comiques et tragiques. Un seul mot compte pour lui, faire du cinéma populaire. Et il va le prouver dans ses prochains films, de Molinaro à L'ours de Jean-Jacques Hano, de Jacques Demy à La petite voleuse de Claude Miller. Il relève le défi le plus fou du cinéma français. Pour Claude Berry, le mot crise n'existe pas. Claude Berry, bonsoir et merci de nous accueillir dans votre bureau. Je crois que c'est en soi une première. Première question directe, pourquoi cette boulimie soudaine? 5 films en un an, c'est pratiquement du jamais vu pour un producteur indépendant. Bon, c'est plutôt une question de hasard. L'ours s'est tourné l'année dernière. Cette année, se sont tournés les films de Molinaro, de Jacques Demy et de Claude Miller. Et le film de Miloš Forman a commencé au mois d'août et se terminera en janvier. Qu'est-ce qui vous motive dans le choix des films que vous produisez? Ce qui me motive, c'est l'envie de les faire, l'envie de les montrer. Mais vous disiez tout à l'heure, pas de crise pour Claude Berry, ça dépend beaucoup du public. Mais moi, je ne crois pas aujourd'hui que la crise du cinéma, c'est le public qui en est la cause. Moi, je crois que ce sont les produits qui sont en cause. Et j'ai essayé, c'est un défi que je relève avec ces 5 films, de voir si on donne des films aux spectateurs, s'ils ne vont pas se déranger. Parce qu'aujourd'hui, il y a la vidéo, il y a la télévision, les films doivent passer à la télévision un jour, mais avant tout, le plaisir du spectateur, il est en salle. Mais les films coûtent 40 francs, ne dérangent pas les gens pour rien, et moi je vais essayer, je voudrais qu'on me fasse confiance. Il y a 25 ans que je fais des films, on ne les a pas tous cités, j'aime aussi le cinéma d'auteur, hein. J'ai produit ou coproduit Adieu Bonaparte de Youssef Chahine, les films de Patrice Chéreau, de Doyon, de Piala, j'aime aussi un certain cinéma, je ne suis pas sectaire sur les genres. Vous prenez des risques, vous avez l'impression, on va parler concrètement, on va parler gros sous. Ciao Pantin, par exemple, vous avez mis combien? 25 millions dans Ciao Pantin? Oui, à l'époque, le film a coûté 25 millions. Ça vous a rapporté combien, si je ne suis pas indiscret? Ça ne va pas dans ma poche, hein. Ça va dans la société et ça retourne dans le cinéma.
je sais pas, dans le temps, parce que maintenant il faut tenir compte aussi qu'on revend les films à la télévision, dans le temps, Ciao Pantin peut rapporter, je sais pas, peut-être 30 millions. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Jean de Fleurette, par exemple. Là, je suis bien assis sur mon fauteuil, donnez-moi le chiffre. Oui, Jean de Fleurette, si on tient compte de la recette pour le distributeur, de tous les pourcentages accordés à Montand, à Jacqueline Pagnol, à Depardieu, à moi-même et à Rennes Productions, comme je crois que Jean de Fleurette a des années et des années dans le ventre justement de télévision, peut-être que c'est, je sais pas moi, 150 millions. Après ça, on peut prendre des risques. Hein. Mais je les prends, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pour ça que les gens ne vont pas au cinéma. Parce qu'on fait des films, des petits films avec l'argent qu'on trouve, 10, 15 millions, on fait des téléfilms, on se couvre, et les gens s'ennuient au cinéma. Michel Pascal, en avant-première, on peut peut-être voir un des 5 films produits par Claude Berry. Absolument, on va voir quelques premières images du film d'Édouard Molinaro qui s'appelle À gauche en sortant de l'ascenseur, qui est l'adaptation d'une pièce de boulevard de Gérard Lauzier, avec des acteurs assez formidables, vous allez le voir, puisqu'il y a Pierre Richard, Richard Boringer, Emmanuel Béard et j'oublie Fanny Cotenson. Il était serré, je ne sais pas ce qui m'a pris. Elle était tout contre moi, il faisait chaud, je sentais ses seins contre ma poitrine. Son parfum, c'est... Vous voulez que j'arrête? Non, continuez. Il aime à souffrir, cet homme-là. Continuez. Bah alors, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça suffit, j'en ai marre de votre comédie à tous les deux, hein? Calme-toi, ma chérie. Il a le droit de savoir, c'est vrai, non? Vous êtes sous, vous aussi. Vous avez fait l'amour après? Dans l'ascenseur? Oui, bien sûr. Et ça n'a pas été facile, hein. Parce que je ne sais pas si vous voyez la cabine. Cela dit, j'ai fait 10 ans de yoga. Alors la règle d'or, c'est de plaire au public. Ça va marcher, ça, Michel Pascal? Ah bah écoutez, je pense que ça va marcher parce que c'est un film, on l'a vu hier en projection publique et il a fait énormément rire la salle. Alors votre secret, Claude Berry, justement, c'est de toujours viser le grand public et de faire un cinéma vraiment populaire. Non, pas du tout. Quand je produis L'homme blessé, je vise pas forcément le grand public, je vise un bon film. Non, mais là, en l'occurrence, le film de Molinaro, c'est un film très populaire, très drôle, et moi j'aime bien le mélange des genres. Je peux produire Molinaro et je peux produire Miloš Forman. Pierre Richard, là, il a un rôle taillé sur mesure, hein, dans ce qu'on vient de voir, là. Écoutez, j'ai fait 7 films avec Coluche, et c'est le 5e film que je fais avec Pierre Richard. Et je pense qu'en France, aujourd'hui, le cinéma comique se meurt, il n'y a plus de films drôles, il n'y a plus de films comiques. Bon, on peut faire une petite parenthèse avec La vie est un long fleuve tranquille, qui est un film très original, avec des acteurs absolument inconnus, où l'on s'amuse souvent dans le film, mais je vous garantis que si on emmenait un huissier dans la salle et qu'on contrôle, si on rigole plus au long fleuve tranquille qu'à gauche en sortant de l'ascenseur, je prends les paris qu'on rigolera plus à gauche en sortant de l'ascenseur. Pour en finir, vous me posiez la question sur Pierre Richard. Depuis la mort de De Funès et de Coluche, je pense que Pierre Richard reste la seule grande vedette comique du film, et je demande aux téléspectateurs qui me regardent et qui m'écoutent, faites-moi confiance, allez voir les 5 films, commencez par le film de Molinaro. Je crois que depuis 25 ans, je l'ai prouvé, je ne trahis pas le spectateur. Merci en tous les cas de nous avoir accueillis ce soir, on en accepte l'augure. Merci. Les pronostics du tiercé et du quartet pour demain. C'est à Vincennes, il y a 14 partants. Voici les pronostics de notre ami Pierrette Bresse. Le 14, le 6, le 13, le 9, l'1, l'As plutôt, le 5, le 2 et le 4, le 14, le 6, le 13, le 9, l'As, le 5, le 2 et le 4. Voilà, j'en ai presque terminé. Dans quelques instants, la météo du week-end avec José Blanc-Lapierre. Dernier journal présenté tout à l'heure par Aubry Edler aux alentours de 23h15. Samedi et dimanche, vous avez rendez-vous avec l'équipe du week-end d'Antenne 2. Aux commandes, Betty Duro, devant la caméra, à ma place, Daniel Bilalian. Je vous retrouve lundi à 20h. Merci de votre fidélité et bonsoir.